Et maintenant, c'est au tour de M. François Bélanger de se joindre à nous. François Bélanger agit actuellement à titre de coordonnateur du développement des programmes et de conseiller émérite pour Retraite Québec. À ce titre, il participe activement aux travaux d'évaluation du système de sécurité du revenu à la retraite au Canada et au développement des régimes de rente du Québec. Il est notamment membre associé de la Society of Actuaries. Monsieur François Bélanger, merci de l'accueillir chaleureusement aussi. Bonjour. Pour certains, effectivement, je suis un actuaire et aussi un spécialiste de la retraite, comme souvent, on me perçoit des fois un peu négativement depuis ce matin. Je vais vous amener dans une univers un peu plus, dans mon univers, ça va être plus concret et plus de chiffres. En fait, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment de revenir un peu sur l'évolution du système de retraite dans les dernières années, puis vous montrer comment le régime de rente est là un outil important pour tous les travailleurs. Là. En fait, ils ont tous accès, peu importe la forme de travail. C'est un régime qui a une capitalisation quand même partielle, mais qui est très stable pour les prochaines décennies. Donc, il va être là pour 2040 sans problème. Bon, en fait, on va revenir sur le système. Ensuite, je vais vous donner un peu le contexte qui nous a amené à bonifier le régime. On va voir comment le régime bonifié a une efficience, mais qui ne règle pas nécessairement tous les problèmes. Donc, si on regarde notre système de retraite, essentiellement, c'est cette petite maison-là. Tout le monde en parle, mais c'est quand même important de comprendre les bases. Tout le monde a, en gros, à partir de 65 ans, 8 000 $ de revenus qui est versé à partir des taxes et impôts généraux de tout le monde. Donc, il n'y a aucune capitalisation de ça. Puis ça, pour l'essentiel, c'est une bonne partie de notre contrat social. En fait, on dit que les prochaines générations vont financer ce programme pour des autres générations par la suite. En plus de ça, on a un programme qui s'appelle le supplément de revenu garanti, en fait, qui sert essentiellement à aller chercher les plus pauvres parmi les gens. En fait, plus pauvres, c'est en fait qu'ils ne touchent pas un revenu plus qu'un certain montant dans l'année. Des fois, il y en a qui peuvent avoir quand même beaucoup d'actifs. Donc, ce supplément de revenu garanti-là, il est quand même présent souvent, parce que PSV, c'est 1 700 000 Québécois. Et le supplément de revenu garanti, c'est 650 000. Tantôt, on a parlé, c'est 38 % à peu près des Québécois qui reçoivent en partie ou en totalité le supplément de revenu garanti. Là, la petite partie de boîte que moi j'aime, puis que, en fait, où je travaille, essentiellement, c'est l'idée qu'on a un régime d'assurance qui s'emboîte sur cette prestation-là. Ce régime-là, il est offert à tout le monde, puis pour l'instant, il donne encore à peu près 25 %. En fait, c'est la structure qu'on y avait donnée en 1966 quand on l'a créé. Donc, les individus, tout au long de la carrière, cotisent, il y a une part employé-employeur, et ça leur assure un revenu tout au long de leur retraite. Et finalement, on en a parlé souvent aussi, de la fameuse troisième étage, où c'est les régimes complémentaires de retraite qui jouent un rôle important, mais ils ne sont pas nécessairement offerts à tous. On a à peu près 37 % qui ont des régimes des RPA, comme on va dire, ou des régimes complémentaires de retraite. Puis la majorité d'entre eux, par contre, ils ont accès à des beaux régimes à prestations déterminées, comme on a dit aujourd'hui. Pour les autres, on peut travailler du côté des REER collectifs, puis on peut aussi, le RVR qui a été créé par Retraite Québec, puis qui nous a amené un peu plus de participants. En fait, il y a 2,4 % des gens qui participent au RVR en plus là, depuis la création de ce produit-là. En tout, c'est 55 % de gens qui participent à un système d'épargne collectif à cet étage-là. Puis évidemment, il y a le CELI, mais le CELI, c'est très, très difficile d'avoir des informations là, qui ne sont pas présentes dans ce tableau-là. Donc, c'est la fameuse petite maison qu'on s'est donnée en 1966. En gros, c'était un peu les barèmes sociaux de l'époque.
En fait, on visait 45% à peu près de régime public. C'était comme un minimum qu'on assurait à l'individu au moment de sa retraite. Aujourd'hui, ça a un petit peu moins, là, ça a autour de 40-43% qui est offert par les deux mécanismes de base. Et vous voyez quand même que la majorité des gens, 30 000 et moins, normalement, les deux premiers étages sont suffisants. Mais dès que vous gagnez plus que 30 000, bien, théoriquement, vous avez besoin d'épargne personnelle ou de participer à un régime collectif. Bien, en 2010, bien, ça a existé depuis longtemps, on a réalisé qu'il y avait des enjeux. Il y avait beaucoup de gens qui ne participent pas à de l'épargne collective, donc les revenus à la retraite étaient un peu faibles. Et aussi, bien, il y avait un certain transfert, on en a parlé aussi, des régimes à prestations déterminées vers les régimes à cotisation déterminée. Mais il y avait aussi un phénomène qu'on va parler plus aujourd'hui, c'est qu'il y a un pourcentage élevé de gens qui choisissent la rente au moment le plus, disons, à la première âge possible. Donc, en fait, notre système qui devait normalement livrer 25 pour ces individus-là, livre à peu près 16 à 17 Juste pour vous dire, actuellement, dans le régime de rente, on a 2 millions de retraités, puis j'ai 1 250 000 à peu près retraités qui ont pris leur retraite entre 60 et 71 mois. Ces individus-là, ils ont entre 24,5 puis 36 de réduction. Donc, quand ils abordent la retraite, ils ne l'abordent pas avec la pleine valeur d'un régime indexé comme le régime de rente. Ils ont délibérément choisi d'avoir des rentes plus faibles. Puis ça, vous donner une image, c'est que si aujourd'hui, ces 1250 personnes-là, on les ramenait à la rente qui était promise, bien grosso modo, il y aurait 215 $ de plus par mois par retraité. Si tout le monde aurait attendu 65 ans. Vous avez compris, bien ça a une incidence sur l'efficience du système de retraite. Fait que, entre autres, on a choisi de bonifier le régime. Puis on est en processus de bonification. Mais là, il faut comprendre que la bonification du régime, on en parle comme un régime de 33,3 mais ce 33,3 %-là, il va être payable en 2064-2065. Fait que pour aujourd'hui, le régime il est encore autour de 25, 26, 27, là, mais on n'est pas encore fait un long processus là-dedans. La première partie, qui était l'expansion, puis on va le voir plus à la prochaine acétate, qui était l'expansion, la partie du haut, c'était d'ajouter 8,3 % aux gains jusqu'au maximum des gains admissibles, environ 64 900 aujourd'hui. Donc, cette première partie-là, elle se termine le 1er janvier 2023, puis ça va donner lieu à un deuxième segment qui est essentiellement l'expansion du salaire admissible dans le régime. Donc, on va passer, le salaire admissible va augmenter de 14 % sur 2 ans, 7 % par année, puis on va se retrouver quand même avec un régime qui va couvrir 80 %, qui va être à peu près à 80 000 $. Donc, pour un travailleur qui va arriver à la retraite en 2065, mais sa maison est modifiée par cette intervention-là. Essentiellement, on voit là, que le RRQ est maintenant à 33,3 %. Puis, l'autre élément, puis on en a parlé un peu aujourd'hui, les programmes de sécurité de vieillesse, par contre, sont indexés seulement à l'inflation et non au salaire. Fait qu'on prévoit que pour cet individu-là, la PSV puis le supplément de garantie vont représenter entre 9 et 15 % Et l'effort pour des régimes privés, par contre, il est réduit. On se retrouve à peu près à 22-25 % d'efforts à aller chercher additionnels pour un travailleur moyen. Puis, par contre, là, je vous ai donné une punch tantôt, cette bonification-là, elle apporte très peu aux gens qui s'approchent de la retraite. Donc, l'effet est limité. Il y a plusieurs travailleurs qui ont toujours peu ou pas d'épargne. Puis, il y a plusieurs travailleurs aussi, puis on en a parlé un peu, qui transportent maintenant beaucoup d'actifs, mais qui ont des rentes
on dirait, des bénéfices sous forme de rente qui sont relativement faibles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ces individus-là? Bien, en fait, il y a déjà de la flexibilité possible dans le régime, dans notre système de retraite. En fait, on va voir que le report de la versement de la rente du RRQ, c'est une avenue à envisager sérieusement pour ces personnes-là. Ça a deux effets. On va voir accroître les revenus, mais aussi minimiser les risques qui vont être vécus durant la retraite dans les prochaines années. Donc, notre système, le but, c'est d'assurer un revenu adéquat durant la retraite, mais c'est aussi de minimiser ces risques-là, surtout le risque de longévité, le risque d'inflation, qu'on en parle de plus en plus. On avait comme oublié qu'il existait. Puis, aussi le risque de gestion, parce que la gestion aussi de son actif, surtout dans des âges un peu plus avancés, mais ça peut devenir relativement complexe. Donc, quand on reporte le RRQ, on a un potentiel important. Fait que si au lieu de nos 1 250 000, on décidait de faire indirectement, de prendre la rente à 70 ans, mais on aurait la possibilité d'accroître de 42 % le bénéfice qui va être payable. Puis je vais vous en montrer par des exemples. Puis ce qui est nouveau aussi, depuis quelques années, on peut faire le même exercice avec la PSV. Fait que les individus pourraient décider, c'est un peu le propos ici, d'attendre pour avoir ces rentes publiques-là à des niveaux nettement plus élevés par la suite, en s'assurant d'un montant de rente plus élevé, puis entre autres de protection contre l'inflation plus élevée. Donc ici, on a un peu illustré comment la valeur actualisée peut représenter pour un individu qui prend sa retraite à 60, 65 ou 70 ans. Mais de façon générale, à 65, il y a un saut de 15, puis un saut à 70 de 20 %. Donc, entre autres, si on veut différer, par contre, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu important, c'est soit on détient des avoirs ou des épargnes sous une autre forme, un RCR, un REER ou n'importe, ou un CELI, par exemple, ou soit on se maintient en emploi. Et là, se maintenir en emploi, ce n'est pas de dire qu'on ne prend pas de retraite. La prestation RRQ à 60 ans, mais c'est 400 $ pour une femme, 500 $ pour un homme. En fait, si on l'imagerait en train de travail, c'est environ une journée de travail par semaine, puis tu as déjà comblé ce que tu aurais pu normalement, un travailleur moyen aurait pu obtenir du RRQ. Donc, ici, on a fait une illustration. L'individu prend sa retraite à 60 ans, il demande son RRQ qui vaut 6 000 $ et il commence à toucher ses épargnes privées. Là, pour l'exercice, on a supposé qu'il recevait 8 000 $ sous une forme viagère de ses avoirs privés, mais évidemment, ça, c'est sujet au rendement qu'il va faire dans les prochaines années. Il reçoit 14 000 $, à peu près 14 640. Le même individu, il attend 70 ans pour avoir son RRQ, donc il va avoir 14 200 par année. Par contre, mais là, il faut qu'il vive de 60 à 70 ans. Dans le cas présent, il va utiliser son actif pour reporter le RRQ. Donc, il va prendre son épargne privée de 60 à 70 ans, au rythme de 16 110 par année, puis il va en plus, non seulement il y a des revenus plus importants à rendre, plus de revenus viagers indexés garantis, il y a aussi un revenu additionnel à compter pour toute sa retraite, parce que la présence de la rente RRQ diminue l'exigence en termes d'épargne privée. Donc, cet individu, au lieu d'avoir 14 600, se retrouve avec environ 16 000 $ de revenus pour le reste de sa vie. Fait que, juste pour vous donner une image, notre petite maison aussi, on est capable de la modifier à court terme. On n'a pas besoin d'attendre en 2065. Si on prend la rente RRQ puis la PSV à 67 ans, bien, vous avez un exemple ici. La part RRQ est portée à 29 %, la composante PSV est portée à 17 % et les besoins d'épargne privée sont réduits à 24 %. Donc, le dernier bout de ma présentation, mon Dieu, je suis efficace. En fait, le travail, on en a parlé beaucoup, le travail il émerge comme un quatrième pilier de la retraite. Tu sais, il n'y a pas tout du négatif, parce qu'un revenu de travail, ça a deux qualités. De vous permettre d'accumuler des nouveaux droits,
mais aussi de réduire l'exigence sur vos actifs que vous détenez déjà. Vous allez moins avoir besoin de décaisser, par exemple, vos REER, ou etc. Puis, on sait qu'actuellement, il y a une possibilité d'emploi là, qui est offerte à presque à tout le monde. Je serais surpris. C'est un retraité qui partirait puis dirait qu'il a besoin qui est prêt à donner une journée. Je suis à peu près convaincu qu'il trouvera un employeur qui va répondre à ces critères dans un travail qui va être quand même intéressant et qui va lui permettre de voir des gens. Et évidemment, on peut accumuler des nouveaux droits dans le régime de rente par notre travail. L'autre chose qui se passe actuellement, c'est que les salaires augmentent. On est un régime un peu comme qui est basé sur le salaire avant l'événement, avant la retraite. Fait qu'en fait, la croissance salariale qu'on observe dans le régime, elle commence à être favorable aux gens qui reportent la rente, parce que la rente, elle augmente quand même selon les salaires, alors que dès qu'elle est servie, elle augmente que selon l'inflation. En théorie, je dis ça, c'est pas toujours vrai, mais les salaires sont plus élevés que l'inflation, mais pour les prochaines années, là, ça va peut-être un peu moins vrai. Puis si on regarde notre MGA, là, depuis 2018, il a augmenté de 16,1 %. Si je regardais les 20 années avant, là, on jouait dans les 1,8, 1,9. Et là, on est en 2022, les salaires ont augmenté de 3,3. Puis ça va être de la même grandeur là, en 2023. Parce que c'est comme un cycle. Tu as 5 années, puis à fur et à mesure que tu mets une bonne année, mais là, la dernière était moins bonne, puis la moyenne augmente. L'autre affaire qui est importante, c'est que vous avez une rente viagère et indexée, pleinement indexée à l'inflation. Cette protection-là, là, les individus, quand ils ont choisi d'avoir une rente réduite de 30 %, ils ont aussi choisi de réduire leur protection contre l'inflation de 30 %. Donc, de la composante RRQ, évidemment, ce n'est pas 30 % de leur portefeuille. Les pressions inflationnistes sont là. Au début, peut-être qu'il y a une dizaine d'années, on pensait qu'on pouvait vivre notre retraite 25-30 années avec une inflation de 2 %. Mais là, je pense qu'il faut vraiment considérer dans la planification de retraite la composante inflation, mais il faut aussi regarder la composante rente que vous avez dans le portefeuille. La valeur de ces rentes, ça, augmente évidemment. Ce que je veux souvent vous dire, c'est que la rente du RRQ, c'est la rente la moins chère en ville. Vous ne trouverez pas un assureur qui va vous donner cette rente-là. Une rente pleinement indexée, même je ne suis pas sûr qu'il y ait un assureur privé qui va vouloir vous en vendre. Donc, cette rente-là a une valeur implicite énorme. Donc, je pense que vous avez avantage à en profiter puis à l'intégrer dans votre planification financière de la retraite. Bon, mais en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que déjà, dans le système de retraite, on a une flexibilité qui est possible. On n'a pas parlé d'âge normal de retraite, on a juste changé un peu nos comportements, joué avec notre possibilité d'emploi ou nos actifs, puis on a une situation là, dans les années qui suivent qui est nettement favorable à la personne. Évidemment, bien, les risques sont réduits. Bon, bien, je pense que j'ai été rapidement, je suis habitué d'aller vite.